avec la drometourisme.com. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, la neige au rendez-vous de l'hiver, 10 à 20 cm en altitude, quelques centimètres en plaine. Il n'en fallait pas plus pour que le trafic soit perturbé sur les grands axes. Les équipements spécialisés sont toujours conseillés en montagne. Saint-Nizier-du-Moucherotte s'oppose à l'installation des compteurs électriques Linky de RDF. La commune a voté une délibération dans ce sens. Un combat loin d'être gagné au regard des droits de l'opérateur, vous verrez. Et puis une ferme de Mieuxy en Haute-Savoie propose à des classes ou à des touristes de suivre étape par étape la fabrication des fromages du pays. Une balade pédagogique et une sensibilisation à l'agriculture de montagne qui se termine par l'incontournable dégustation. Virna Saki prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale. Au sommaire, un record dans la lutte contre les fraudes fiscales, avec plus de 21 milliards d'euros de redressement en 2015, grâce à des contrôles mieux ciblés. Et puis la crise migratoire au cœur du sommet franco-britannique à Amiens. François Hollande lance un avertissement. Une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aurait des conséquences sur la gestion des migrants par la France. Mais tout de suite, cette question qui se pose dans les Alpes, qui pour reprendre la soupe aux choux? Le patron de ce club de jazz grenoblement connu est sur le point de partir à la retraite après 30 ans de bons et loyaux services. Un crève-cœur pour les jazzmen de la région qui craignent la disparition de cette institution qui organisait près de 200 concerts par an. Jean-Christophe Pain, Franck Serroni. La soupe aux choux. Une ancienne épicerie-bar coincée entre l'esplanade et la vieille route de Lyon. Ici, ventre vide n'a pas d'oreille. Sur scène, le trio Rennes, Potter, Perito. En cuisine, Jacques, bien sûr, 34 ans de soupe aux choux. On voulait faire un truc de musique, de concert, de théâtre, un peu de tout, un café d'animation, on appelait ça. Ouais, pas forcément jazz en fait au départ. Au départ, c'est pas forcément jazz. Puis après, comme il y avait beaucoup de jazzman à Grenoble, on a viré. Ils avaient besoin d'un endroit, donc ils nous ont phagocytés, comme on dit. Depuis 1982, toute la fine fleur du jazz français est venue goûter à la soupe. Au total, 240 000 spectateurs, 180 000 litres de bière. Mais, à bientôt 62 ans, Jacques veut prendre sa retraite. Je vais faire un peu de musique, je vais faire un peu de jardin aussi, comme tout le monde, quoi. Mais je vais m'occuper un peu de moi, après m'occuper des autres pendant pas mal d'années, quoi. Mais pour se retirer en Ardèche, Jacques doit vendre la maison. Un collectif de musiciens s'organise. Parmi eux, Malcolm, le bassiste. Il a joué ici des centaines de fois. La soupe, c'est sa deuxième famille. Là, je fais un petit appel du pied à la mairie qui peut-être pourrait participer un peu pour aider à sauver cet endroit tellement mythique où il y a eu Chet Baker, il y a eu tellement de musiciens incroyables. Si jamais ça devait disparaître, en tout cas, il faut qu'on arrive à retransférer cet esprit ailleurs. Mais qui va pouvoir incarner cet esprit ? L'esprit de la soupe va-t-il survivre au commandant Cuisteau ? Qui, parmi vous, sera assez culotté pour aller mitonner la soupe à sa sauce ? C'était un jeudi blanc comme neige. Elle est tombée avec ferveur ce matin sur nos 3 départements, 10 à 20 cm en altitude, quelques centimètres en plaine, suffisamment en tout cas pour perturber le trafic et regretter de n'être pas équipé en pneus neige. Marion Feutry, Florine Eba. Il fallait être patient sur les routes ce matin. Plus d'1 heure de bouchon sur l'A41 entre Crolles et Grenoble. Si la neige a poussé les automobilistes à lever le pied, elle a aussi déclenché le dispositif d'alerte des services autoroutiers.
Comme c'était prévu, nous avons eu quelques précipitations neigeuses en fin de nuit, mais qui n'ont pas tenu sur les chaussées. Donc effectivement, ça s'est cantonné à un dispositif de surveillance, à des rondes, qui n'ont pas donné suite à des interventions, ce qu'on appelle des interventions curatives. Fin de matinée, sur les axes principaux, le dispositif d'alerte est levé, les bouchons résorbés. Mais avec une limite pluie-neige à 800 mètres, les déneigeuses ont circulé toute la journée dans les massifs isérois depuis 3 heures du matin. On a des conditions de conduite qui restent délicates, avec des équipements spéciaux qui sont conseillés pour utiliser le réseau secondaire. Et donc, on va dire que c'est encore une bonne moitié de nos engins de déneigement qui circulent actuellement. Et cela pendant toute la durée de l'épisode neigeux. Suite de cet épisode neigeux demain, avec de nouveaux flocons attendus à partir de 1200 mètres, accalmie prévue en plaine, avant de nouvelles chutes de neige en milieu de semaine prochaine. Justice, 13 mois après la mort d'un lycéen dans une avalanche à Villard-de-Lans, dans le Vercors. Le parquet a requis le renvoi du guide de haute montagne qui encadrait le groupe de jeunes pris dans la coulée devant le tribunal correctionnel. Le guide comparaîtra pour homicide involontaire. Et puis aujourd'hui se tenait le procès en appel de Pierre Lombard. Ce policier de la brigade anticriminalité de Chambéry est accusé d'avoir porté plusieurs coups de matraque à Michael Vérel, un marginal impliqué dans une rixe le 23 avril 2010. Aujourd'hui, le jeune homme est lourdement handicapé. Céline Aubert, Jean-Christophe Solari. Pierre Lombard est apparu tendu, mais durant son récit, il est resté calme et posé. En mars 2015, l'ancien policier a été condamné à 3 ans ferme pour violence avec arme. Devant la cour d'appel, il a reconnu avoir porté des coups de bâton de police, mais pas des coups susceptibles de provoquer un traumatisme crânien. Non seulement je prétends, mais j'affirme que le dossier révèle, à la condition qu'on veuille bien, comme on l'a fait aujourd'hui, l'analyser objectivement, qu'il n'y a eu aucun coup porté justifiant de cette blessure grave de M. Vérel. 23 avril 2010, parc du Vernet, Chambéry. Cette nuit-là, la brigade anticriminalité intervient au cours d'une rixe entre jeunes alcoolisés. Pierre Lombard tente d'interpeller Michael Vérel, un marginal de 29 ans. Après l'avoir frappé, le policier lui fait un croc en jambe. Le jeune homme tombe lourdement sur le crâne. Placé dans le coma, il échappe de peu à la mort. Physiquement, il est hémiplégique. Il est hémiplégique à vie, il doit prendre des médicaments à vie. Il doit être aidé à vie. Il souffre de pas être comme tout le monde. Pendant 3 semaines, Michael Vérel est resté entre la vie et la mort. Sa tête a littéralement éclaté. Mais était-ce dû à la chute ou à un dernier coup porté alors qu'il était à terre? Sur ce point, les témoignages se contredisent. Non, pour moi, une chute ne peut pas provoquer ça. Vous avez des témoignages de gens qui font état de coups portés. Voilà. Donc après, soit on a des témoins qui nous mentent, on a un policier qui a fait un faux, qui a dit qu'il avait été agressé. Je l'ai lu intégralement à l'audience et c'était important. Ce procès en appel a été très différent du premier, car cette fois, l'avocat général a requis 3 ans avec sursis, considérant que Pierre Lombard ne devait pas aller en prison. Le verdict a été mis en délibéré au 7 avril. Océane Pozzo, déboutée de sa demande au tribunal des prud'hommes de Chambéry aujourd'hui, l'ancienne championne de snowboard d'Annecy réclamait 350 000 € de dommages et intérêts à la SNCF pour licenciement abusif. Elle dispose d'1 mois pour faire appel. Un escroc arrêté à Val d'Isère aujourd'hui. Il proposait des locations d'appartements fictives sur Internet. Plus d'une 50aine de victimes ont été identifiées au total. Tous les détails sur cette affaire sont en ligne sur notre site alpes.france3.fr. En Isère, Saint-Nizier du Moucherotte fait de la résistance contre le Linky. Cette petite commune du Vercors, comme une dizaine d'autres en France, vient de voter une délibération contre l'installation de ces compteurs électriques dits intelligents. Motif invoqué, le risque sanitaire infondé, répond ERDF, qui a déjà posé 3000 compteurs en Isère. Aurélie Massé, Cédric Picot. C'est ce petit boîtier, Linky, un compteur dit communicant dont ne veulent pas les élus de Saint-Nizier. Capable de recevoir des ordres et d'envoyer des données sans l'intervention physique d'un technicien, il doit remplacer 90% des compteurs actuels. Mais pour ses détracteurs, les radiofréquences qu'il utilise présentent un danger pour la santé. ERDF va injecter des radiofréquences
par l'intermédiaire de la technologie du courant porteur en ligne. Donc on rajoute des fréquences sur les fréquences et du rayonnement électromagnétique sur les rayonnements électromagnétiques. C'est un cadeau que nous, on n'a pas envie d'avoir. Et si moi j'ai envie de vous offrir un cadeau mais que vous ne le souhaitez pas, je pense que vous êtes en mesure tout simplement de le refuser. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons en l'absence de réponse claire et nette. Un discours largement relayé sur le net par des organisations telles que les Robins des Toits ou encore Next Up à l'origine de cette vidéo. De son côté, l'UFC Que Choisir redoute une explosion de la facture pour le consommateur. Info et intox, on peut tout lire sur le Linky. On se pose des questions, comment ça se fait que dans certains pays, on a installé ces compteurs et qu'on les retire, on met les anciens compteurs. Où ça? Au Canada. En fait, le Canada a bien retiré 105 000 compteurs intelligents, mais à cause de problèmes d'incendie, 8 sinistres liés à un défaut d'installation. Pour le directeur de RDF Alpes, les inquiétudes autour du Linky sont infondées. Il émet beaucoup moins d'ondes électromagnétiques que n'importe quel autre appareil électroménager qu'on trouve dans la maison. Et s'agissant du courant porteur en ligne, lorsqu'on cherche à le mesurer, c'est ce qu'on fait les laboratoires, il s'avère qu'il est en dessous des seuils mesurables. ERDF rencontrera prochainement les élus de Saint-Nizier, mais la délibération contre le Linky ne peut s'opposer à l'installation. Le contrat de fourniture d'électricité prévoit que le gestionnaire du réseau puisse remplacer des compteurs pour tenir compte des évolutions technologiques. En Savoie, face à l'urbanisation galopante autour du lac du Bourget, les mairies cherchent des solutions innovantes pour maintenir la qualité de l'eau. Depuis quelques années, les stations d'épuration écologique se multiplient. Il en existe déjà une douzaine qui fonctionnent, notamment grâce à des plants de roseaux. Jean-Christophe Solari, Frédéric Pasquette pour les explications. Le hameau du Chalot, au-dessus de Cognin et Saint-Sulpice, sur le bassin versant du lac du Bourget. Ici, une quarantaine d'habitations sont raccordées depuis 2009 à une station d'épuration écologique à 2 pas des habitations. Son principe est simple, au bout de la canalisation de collecte, 2 bassins qui vont filtrer les eaux usées grâce à des plantes de grande taille, des macrophytes. On a les racines qui ont un intérêt pour apporter de l'oxygène au sol, donc avec un gravier d'une granulométrie, donc d'une grosseur particulière, mais c'est surtout les bactéries qui sont à l'intérieur qui vont consommer en fait les polluants qui sont présents dissous dans l'eau. En plus de ça, ça a un effet à la surface qui va nous permettre de récupérer aussi les matières en suspension. Donc du coup, tout un ensemble qui va faire permettre le fonctionnement et le traitement de cette eau. Parmi les visiteurs du jour, le maire du village de Saint-Sulpice. Il est très attentif aux explications de l'animateur scientifique. Une partie de la commune de Saint-Sulpice est encore un assainissement individuel avec les nuisances qu'il peut y avoir quand on a une concentration d'habitants. Donc c'est un moyen, sans tirer de la canalisation importante, de faire du traitement des eaux usées à moindre coût. Une alternative qui séduit aussi Marie-Dominique, résidente à Aix-les-Bains. Elle voit pourtant une limite à cette station d'épuration, la surface foncière qu'elle occupe de 5 mètres carrés par habitant. C'est un système tout à fait naturel et ça serait bien que ça puisse se développer plus, mais malheureusement on est obligé de respecter une certaine surface par habitant et malheureusement Chambéry ne peut pas se permettre ce mode de nettoyage de l'eau, façon de parler, à grande échelle. À ce jour, une douzaine de stations d'épuration par macrophyte sont installées autour du lac du Bourget. La plus grande accueille les eaux grises de 2000 habitants. Opération insolite sur le chantier immobilier de l'ancien hôpital d'Annecy. Des tirs de mines sont programmés pour les 3 mois qui viennent. Une phase indispensable avant les travaux de terrassement, mais qui nécessite quelques précautions car le centre-ville est tout proche. Xavier Schmitt, Yves-Marie Glo. Toute activité est suspendue. Les ouvriers ont évacué le chantier. De même, la police bloque la circulation. 3 coups de sirène et c'est l'explosion. Les 2 premiers tirs de mine sont des essais. Ils s'accompagnent d'un luxe de précautions, à commencer par des protections adéquates. C'est des tapis de protection de minage qui sont constitués de bandes de roulement de pneus qui sont assemblées entre elles et qui évitent les projections lors des tirs de mine. Donc c'est vraiment adapté au milieu urbain. C'est des protections lourdes qui sont parfaitement adaptées en milieu urbain. L'ancien hôpital d'Annecy a laissé la place à un vaste projet immobilier, logements, hôtels, maisons de retraite et parcs urbains.
Un minage est nécessaire pour asseoir les fondations dans la roche calcaire, mais il faut valider les tirs d'essai. 10 capteurs ont été disposés dans le quartier pour évaluer l'impact des détonations. On a deux phénomènes, le phénomène onde sismique par le sol, donc avec les géophones que vous voyez derrière nous, mais également le souffle émis par le tir qu'on capte à travers des microphones. Les données enregistrées seront analysées en laboratoire afin d'adapter la puissance des charges à la distance des bâtiments alentours. La campagne de minage va durer près de 3 mois jusqu'à fin mai. 2 tirs par jour avec chaque fois l'arrêt temporaire de la circulation. Le Salon de l'Auto de Genève a ouvert ses portes au public ce matin. C'est la 86e édition de ce rendez-vous mondial de l'automobile. Les visiteurs viennent des 4 coins de la planète pour approcher les bolides les plus chers ou les plus extravagants, comme dans un rêve. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Le Salon international de l'automobile de Genève, 110 000 m² d'exposition et plus de 1000 voitures présentées au public. Une ruche en effervescence, un essaim sonore multicolore et polyglotte. Die Neuheiten bei Audi und Bugatti, sehr schöne Autos, also man hat hier viel Spaß. אז אנחנו חושבים שזה מדהים כאן ואוהבים מאוד לבוא לכאן. שלום לכולם. Dans ce palais aux 1000 merveilles, la voiture est donc reine et tous les projecteurs sont braqués sur elle. Alors il faut l'épousseter, la lustrer, la faire briller comme une star. Et oui, car ici, ça ressemble un peu à la Croisette. On mitraille, on joue des coudes, on découvre, on admire, on rêve. Dans les allées, des kilomètres de tapis rouge à faire pâlir de jalousie le festival de Cannes ont même été déroulés. Et des kilomètres justement, les passionnés en font beaucoup. Quand c'est l'ouverture, c'est vrai qu'on court voir nos voitures favorites pour faire les premières photos. Et puis après, bon, on prend un peu le temps de regarder, etc. Mais ouais, c'est un petit peu un marathon pour la journée. Ouais. C'est long, ouais. C'est 2 à 3 heures, ouais. Minimum. Ouais. On est fatigué à la fin de la journée? Ça va, on est le sportif. Ferrari, Bentley ou encore Aston Martin, à Genève, les plus belles voitures du monde font admirer leurs courbes. Mais rassurez-vous mesdames, ici la passion ne se conjugue pas qu'au masculin. Bras dessus, bras dessous, la jante féminine a aussi son mot à dire. Pourquoi est-ce que vous venez ici aujourd'hui avec votre mari? Parce que j'adore les voitures et c'est une passion pour tous les deux. Passion que vous partagez en couple? Bien sûr. Moi je suis pas très voiture de course comme ça, enfin des grosses voitures, je suis plutôt petite voiture. Et voilà, j'aimerais bien m'acheter une belle voiture un jour, une très belle voiture, avec plein de belles couleurs. Avec plus de 700 000 visiteurs attendus, Genève va être pendant 10 jours la capitale mondiale de l'automobile. Le salon fermera ses portes le 13 mars. D'un salon à l'autre, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes était à l'honneur au salon de l'agriculture aujourd'hui, porte de Versailles. C'était jour de concours pour la Salaire, cette vache emblématique du Cantal qui, comme d'habitude, a ramené son lot de médailles. Claude Bernard, Lydie Rib. C'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Dans la carrière de tout éleveur sélectionneur qui se respecte, un prix décroché au salon de l'agriculture, cela compte. Tous ceux qui, à cette époque de l'année, montent sur le ring de la porte de Versailles le savent. Frédéric Duval a amené Eugénie, une vache de 7 ans, habituée des podiums. C'est une belle récompense. Bon, une autre fois de plus, elle a remporté le premier prix. C'est une vache qui concourt depuis l'âge de 2 ans, ou en groupe ou isolée, et elle a toujours remporté les premiers prix. Donc aujourd'hui, c'est une fierté de plus. C'est une récompense de plus pour notre élevage, et c'est que du bonheur. Éleveur sélectionneur, une passion qui se transmet de génération en génération. Chez les Fourtet, David a succédé à son père en 2012. Et comme son père, mais aussi son grand-père, le concours général à Paris, c'est le rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer. Alors oui, Fernand a passé le témoin à son fils, mais le jour du concours, il ne peut s'empêcher de traîner dans les allées du salon. Chaque année, je dis c'est la dernière année, et puis bon, le fils il me dit viens encore une fois, et puis je dis bon allez. Et puis bon, on a les autres éleveurs, on est content de se retrouver. Je vois Claude Duval, on se plaît de se retrouver, il y a plein d'éleveurs, et puis tous les éleveurs salaires qui sont ici, on est content de se voir, et puis c'est une famille en même temps. Chez les Fourtet, c'est Gracieuse, 5 ans, qui pour la seconde fois va au salon. Une belle salaire de 1000 kilos qui, elle aussi, décroche un premier prix. On est ravis, c'est vrai que c'est une vraie chance pour l'exploitation, pour nous, pour la Gracieuse. C'est vrai que je suis ravi de pouvoir partager ça avec mon père. C'est important pour vous, sa présence? Oui, très. Oui, bien sûr, c'est normal. Toute l'expérience vient de lui, c'est son travail. Dans un contexte de crise grave, au prix de gros efforts, tous ces éleveurs ont tout de même offert un beau concours à la Salaire.
Depuis 1997, en Haute-Savoie, les agriculteurs de Mieuxy sensibilisent les touristes et les plus jeunes à l'agriculture de montagne. Illustration avec la visite de la fruitière des Hauts-Fleuris qui accueille des classes scolaires de toutes les régions de France. Nathalie Rapuc, Ariane Combe. La personne qui va transformer le lait en fromage, c'est qui ? Le fromager. Donc ici, cette classe de CM2, venue de Champagne-Ardenne, découvre comment le reblochon est fabriqué. Sous leurs yeux, ces fromagers travaillent le lait, du caillage au moulage. Suite de la visite, un film en 3D, puis le moment tant attendu, l'atelier de dégustation et de fabrication. Quand on déguste, on touche, on sent, on goûte, quel est le rôle du cerveau dans notre appréciation au goût, que c'est pas seulement technique, il y a aussi une part de sensibilité, d'interprétation et ça mêle un petit peu les deux en fait. Avant de goûter ce morceau de reblochon, il est obligatoire d'observer, de toucher. C'est pâteux, ça sent pas très bon, mais c'est bon. Si, c'est bon. Le bout rouge plongé dans le lait, on va chauffer à la même température que le reblochon, soit 34 degrés. Donc ils mettent du liquide, enfin une sorte de potion magique. Et ça s'appelle la présure, ça vient du veau. J'ai appris plein de choses sur le fromage, comment on faisait, qu'il y avait des bactéries dedans, que ça restait dans la cave d'affinage plusieurs jours. Fabriquer un fromage, une découverte pour les enfants et les adultes. Ici, c'est une tome blanche. Un fromage à consommer dans les 24 heures. De quoi satisfaire la curiosité, mais pas seulement. C'est très important, je pense, et surtout en temps de crise, de revenir à nos valeurs et de pouvoir justement montrer à cette jeune génération et même aux touristes qui viennent de régions différentes, le pilier, on va dire, de notre région, c'est-à-dire notamment notre reblochon et nos fromages de Savoie. Découverte, dégustation, fabrication, Crocalp est le seul site à proposer cette rencontre entre fromagers et touristes depuis 2011 en Haute-Savoie. Le dernier volet de notre série sur les hébergements insolites en altitude. Avec ce soir la cerise sur le gâteau, la fameuse nuit en igloo. Direction le plateau du Semnoz, au-dessus d'Annecy. Françoise Gay et Christelle Nicolas nous y emmènent. Début de soirée sur le plateau du Semnoz. Dans quelques minutes, ces amateurs d'aventure vont quitter la lumière rassurante de la station. Je vous rappelle que ce soir, vous allez vivre une vraie expérience en pleine nature. L'expérience commence raquette aux pieds, à la seule lueur des lampes frontales, dans une neige fraîchement tombée. Allez, premier crash test de la soirée. Courir dans la pente, faire du slalom entre les arbres, 1 heure durant, pour les petits comme pour les grands, une balade nocturne à la fois sportive et magique. C'est super. Ah, on est vraiment enchantés. La météo, la qualité de la neige et puis la petite marche, l'accueil. Ah non, c'est vraiment super. Vous êtes arrivé, félicitations, 50 mètres. N'éteignez pas vos flambeaux s'il vous plaît. Il faut les laisser allumer le temps de l'apéro, c'est important. C'est l'éclairage solaire public pour nous. Accueillis par l'accordéon de Joël, les marcheurs atteignent leur objectif dans le mystère de la nuit et de la forêt, une zone de bivouac où ils vont pouvoir se restaurer et, pour ceux qui le souhaitent, dormir. C'est super joli, de nuit comme ça, c'est magnifique. Avec les petits flambeaux, c'est parfait. Maintenant on va prendre l'apéro et après on verra. Vous restez dormir? Oui, en igloo. Une grande première? Une grande première, oui, oui. Ici c'est la famille Joyeux. C'est vous, donc vous allez être là. Donc dans chaque igloo, on a mis matelas, plaid, peau de mouton. La peau de mouton vous isole du sol. Et gardez un petit bonnet parce que vous savez que toute la chaleur sort par la tête. Donc voilà, ça sera votre atout. J'ai déjà froid, moi, d'avance. Répartis dans les 10 igloos du bivouac, les randonneurs découvrent leur chambre de glace. C'est où l'interrupteur? Ah ouais. Un vrai igloo de 7 mètres carrés, patiemment bâti au fil des semaines.
Ces igloos là, on a bien galéré à les faire parce qu'on a eu beaucoup de pluie là cet hiver. Et on les a fait sous la pluie. Alors maintenant qu'il y a eu beaucoup de pluie, c'est aussi un avantage. C'est que derrière, s'il fait froid, ça gèle. Et là, on risque de plus y toucher jusqu'à la fin de saison. Bon, j'espère qu'ils sont bien chauds les duvets. Allez, viens, dépêche-toi. Je vais voir ce qui se passe. À tout de suite. Bonne nuit. Une nuit à 0 degré, bien au chaud sous le duvet. Et pour demain matin, la promesse d'un réveil sous les épicéas enneigés. Et on termine avec une dernière tranche de neige et un premier cocorico au championnat du monde de biathlon qui se dispute à Oslo en Norvège. La France a raflé l'or en relais mixte. Marie-Doro Imbert, Anaïs Bescon et Quentin Fillon-Maillet ont remporté l'or devant l'Allemagne et la Norvège. Ça commence bien pour les tricolores.